Voilà. Jacques, je vous propose de commencer. Eh bien, écoutez, volontiers. Euh, pour l'instant, on a sur l'écran, ce webinaire est en cours d'enregistrement. C'est normal, c'est parce il est en train d'enregistrer, en fait. Nous allons enregistrer le webinaire qui démarre maintenant. Donc, D'accord, merci bien. Alors, effectivement, je vous rappelais simplement que le thème d'aujourd'hui revient à poser la question de l'intangibilité des prix, à la fois dans les marchés de travaux publics et dans les marchés privés, puisque nous aborderons les deux thématiques, avec l'accent mis sur les marchés publics. Nous sommes bien d'accord. En partant d'un principe très simple que vous connaissez toutes et tous, c'est que le contrat et le prix et les délais sont des éléments essentiels du contrat, constituent ce que nous, juristes, appelons la loi des parties. Et ça a une conséquence extrêmement simple, c'est que, sauf clause contraire au accord des parties, le prix convenu et le délai convenu est considéré comme ferme et définitif. Donc il faut toujours partir de ce constat pour comprendre qu'en réalité, ce dont nous allons parler ce matin, c'est une possibilité de dérogation à un principe qui constitue bien l'intangibilité. Voilà. Et comme toute dérogation, elle est d'interprétation stricte. Et nous allons voir durant ce webinaire quelle est la possibilité pour les entreprises de s'y insérer dans ces dérogations possibles. Si tu veux bien avancer, merci. Je continue. Je vous rappelle, c'est une évidence que l'actualité de la question est particulièrement riche en cette période, puisque vous avez déjà rencontré ce questionnement lors des premiers confinements Covid et de la suite des reprises de chantier, avec l'augmentation des prix des matières premières et des difficultés d'approvisionnement. Et on peut considérer donc que, sans être devin, que ces questions se poseront de plus en plus et qu'effectivement la question de l'intangibilité des prix de délai va se poser de façon systémique, selon la formule actuelle, aussi bien dans les marchés privés que dans les marchés publics. C'est une vraie nouveauté en droit français, où encore une fois, et en particulier dans les marchés publics, la notion d'intangibilité est une notion acquise depuis quasiment un siècle de jurisprudence. Donc on est sur une véritable novation à venir. Si tu veux bien avancer, donc merci. Pour cela, on va analyser deux approches à la fois juridiques et pragmatiques. La première, qui est la plus simple, fondamentalement, c'est l'existence de clauses contractuelles qui rendent possible l'évolution des prix et des délais, puisque quand on parle de prix, on parle automatiquement aussi des délais, mais on verra que l'approche n'est pas tout à fait la même entre les prix et les délais. Et deuxièmement, et en l'absence de clauses contractuelles, qui sont d'application évidemment prioritaire, nous verrons l'application des théories générales de la force majeure et ou de l'imprévision, qui sont revenus très tendance actuellement, et qu'il faut quand même bien préciser juridiquement et pragmatiquement de façon à comprendre très exactement à quoi ces notions renvoient comme possibilité pour les entreprises. Nouvelle slide. Merci. Les clauses contractuelles. Alors, les clauses contractuelles sont d'application stricte et s'appliquent automatiquement. Ce sont des clauses qui doivent obligatoirement se trouver dans les contrats. Alors nous sommes là dans une situation aujourd'hui, dans le prix des matières premières, très différente de la situation confinement Covid, puisque malgré les efforts de la FFB et de la FNTP, vous le savez, évidemment, aucune ordonnance n'est intervenue à ce jour, disant très clairement que dans ce cadre-là, il y avait une obligation pour les maîtres d'ouvrage publics, en tout cas, et ou privés, de décaler la totalité des délais en fonction d'eux. Nous n'avons absolument pas d'ordonnance à portée générale. Je verrai tout à l'heure avec vous quelle est la consistance des recommandations, mais nous n'avons absolument pas. Cela signifie que pour les clauses contractuelles, prévues donc de façon précise et incluses dans chacun des contrats, il va falloir vérifier si la révision est prévue ou non, d'une part, et d'autre part, et en particulier dans les marchés privés, s'il n'y a pas eu tout simplement
une renonciation de l'entreprise et à la révision et à la théorie de l'imprévision, ce sur quoi nous pencherons tout à l'heure. Car je vous rappelle qu'en marché privé en particulier, les contrats prévoient, dans des cas assez fréquents, la renonciation de l'entreprise à tout recours à la théorie de l'imprévision, ce qui, je vous rappelle, règle la question. Il est même des contrats privés où l'entreprise a renoncé à la possibilité de faire valoir la force majeure. Donc, c'est vous dire à quel point la lecture précise des clauses contractuelles est importante pour savoir très exactement quels sont les droits des entreprises qu'il est possible de faire valoir dans tel ou tel contrat. Donc là, nous sommes bien sur les clauses contractuelles. La slide suivante, s'il te plaît. Les plus courantes et les plus simples à mettre en œuvre, comme vous le savez, sont les clauses de révision et dites d'indexation. Je vous rappelle que l'intérêt de ces clauses est évident puisqu'elles sont d'application immédiate. Je veux dire par là que si vous disposez en tant qu'entreprise dans votre contrat d'une clause de ce type, le maître d'ouvrage est strictement tenu de l'appliquer. Donc c'est une obligation. C'est donc pas une négociation, c'est une obligation. Par contre, et vous le savez très bien, ces clauses de révision ont deux inconvénients majeurs, c'est-à-dire il y a un effet délai, c'est-à-dire que les indices ne vont prendre en considération vos évolutions prix que dans un délai conséquent, qui est très souvent un délai de 6 mois au moins, et d'autre part, les évolutions prix sur des secteurs particuliers vont être très souvent, très peu ou très mal intégrées par un effet de lissage dans l'indice retenu, qui est très souvent un indice composite, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner forcément une juste place, à votre avis tout au moins, à l'évolution du prix dans tel ou tel segment de matières premières sur lequel vous avez des problématiques. Donc, les révisions, c'est un élément fondamentalement positif, mais incontestablement avec des limites. Et pour l'heure, rien dans les décisions gouvernementales ne permettent d'évoluer dans ce cadre-là. Une réflexion est en cours, comme vous le savez, avec une réflexion générale à la filière pour essayer de savoir comment on peut améliorer ces questions. Mais pour l'heure, rien de concret n'a été décidé et par voie de conséquence, les procédures de révision et les formules de révision présentent toujours ces mêmes inconvénients. Délai de mise en œuvre et non prise en compte de façon suffisante, à votre avis, des évolutions sectorielles en matière d'évolution de prix. On peut avancer. Merci. Second type de clause contractuelle, c'est la notion de clause de revoyure. Alors, la clause de revoyure est une notion beaucoup plus récente en matière de marché public. Et ça concerne essentiellement, en fait, les marchés à venir, dans la mesure où ces clauses de revoyure ont été prévues dans le nouveau, comme l'on dit toujours, Code de la commande publique, et ça date simplement de 2019, et dans le nouveau CCAG, qui, lui, est d'application, comme vous le savez, obligatoire sur les marchés passés lancé à compter du 1er octobre 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours. Les clauses de revoyure dans des marchés que vous gérez à ce jour sont fondamentalement assez rares, mais on peut aussi bien aujourd'hui les inclure dans les marchés privés que dans les marchés publics. Et je vous conseille très vivement, si vous en avez l'opportunité, dans les négociations éventuelles que vous menez, d'insister fortement pour faire application à la fois des articles du Code de la commande publique et des articles du CCAG en la matière. C'est un point absolument capital. Par contre, attention à ne pas surévaluer la portée de ces clauses de revoyure, et on peut passer, je pense, au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Dans la mesure où il y a de très sérieuses incertitudes sur la portée des clauses de revoyure. En effet, sauf cas rares dans lesquels les clauses de revoyure prévoient
clairement une obligation d'évolution déjà chiffrée en fonction de tel ou tel paramètre. Mais c'est une option très rare et ça doit être indiqué dès la passation du marché. La plupart du temps, les clauses de revoyure sont un engagement qui fait que, dans un certain nombre de circonstances, et à la demande de l'une des parties, il y a obligation pour les deux parties, c'est-à-dire il y a obligation pour le maître d'ouvrage, pour faire très simple, de réunir les parties au marché pour discuter des évolutions éventuelles en fonction des changements profonds de circonstances d'exécution du dit marché. Mais il faut bien comprendre que cela signifie qu'il y a une très grande liberté d'appréciation qui est laissée au maître d'ouvrage. En fait, la clause de revoyure ne rend obligatoire, et uniquement cela, l'organisation d'une réunion. Il n'y a pas véritablement d'obligation d'aboutir à un accord entre les parties à ce sujet. En clair, si votre demande est rejetée par le maître d'ouvrage parce qu'il estimera que, non, les circonstances ont certes évolué, mais il n'est pas du tout d'accord avec votre évaluation des conséquences préjudiciables que vous subissez, bien, fondamentalement, son refus sera extrêmement clair, vous obligera à exécuter le marché dans les conditions prévues, et la seule possibilité que vous aurez éventuellement est d'en faire réclamation, nous sommes bien d'accord. Donc, dans l'immense majorité des cas, la clause de revoyure est un engagement de se revoir, comme son nom l'indique d'ailleurs, mais pas une obligation d'aboutir à une solution qui satisfasse les deux parties. On n'est pas sur une notion qui va être une notion contraignante pour le maître d'ouvrage la plupart du temps. Si tu veux bien avancer, merci. Ah, pardon, non, reste là-dessus, mais un dernier mot. En ce qui concerne la clause de revoyure, il y a la possibilité, pour la rendre plus pertinente, c'est d'essayer d'adjoindre à la clause de revoyure une clause de médiation, c'est-à-dire prévoir une clause de revoyure et prévoir que dans le cas où il n'y a pas d'accord entre les parties, il y a une obligation de recourir à la médiation dans un délai donné. La médiation n'engage pas, comme vous le savez, les parties, mais permet en tout cas d'avoir une vision beaucoup plus approfondie du différend qui peut exister entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, ou le maître d'ouvrage et les entreprises, au sujet de la prise en compte des évolutions d'exécution du marché. Alors ça, c'est une procédure tout à fait légale en marché public aujourd'hui, précisément prévue aussi dans le Code de la commande publique, assez peu utilisée aujourd'hui, mais dont on commence à voir apparaître la possibilité dans certains gros marchés. Donc, c'est une bonne solution pour l'entreprise pour rendre plus pertinent le recours aux clauses de revoyure. On peut avancer, s'il te plaît, merci. Abordons maintenant que nous avons vu les clauses contractuelles, je le répète, révision d'une part, clause de revoyure de l'autre. Abordons maintenant les deux théories générales en l'absence de clauses contractuelles qui permettraient à une entreprise de faire valoir des droits à la majoration des prix ou à la prolongation des délais. La première est la théorie de la force majeure. Rappelons rapidement les conditions de mise en œuvre de la théorie de la force majeure, c'est-à-dire quand est-ce qu'une entreprise peut se prévaloir d'être en situation dite de force majeure. Alors, il y a trois conditions. La première est l'impossibilité de poursuivre le marché momentanément au moins dans les conditions prévues de l'exécution. C'était typiquement le cas, vous vous en souvenez évidemment, lors du premier confinement Covid. Et ça peut être aussi typiquement le cas si vous êtes en rupture d'approvisionnement qui fait que vous ne pouvez pas poursuivre les différentes tâches prévues sur un chantier, ce qui peut se passer à l'heure actuelle. J'ai plusieurs exemples.
on est bien dans une situation d'impossibilité de poursuite. Alors encore une fois, momentanée, ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de quitter un chantier, ça veut dire que vous allez avertir le maître d'ouvrage que vous êtes dans l'impossibilité de poursuivre. Cette impossibilité de poursuivre est la première condition. Et évidemment, l'entreprise doit le démontrer. Le second élément, c'est le caractère, comme l'on dit en termes juridiques, irrépressible, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas trouver de solution alternative pour débloquer cette situation. Et là aussi, elle doit le prouver, c'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'elle est totalement contrainte de recourir à un arrêt du chantier, par exemple, au regard des conditions particulières qu'elle rencontre. Et enfin, le caractère non prévisible. Alors, pour le confinement Covid, la question était totalement évidente. Le caractère non prévisible était tout à fait évident. Pour la hausse des prix, j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet où certains avocats vous disent non, ce n'est pas imprévisible parce que l'évolution des prix est structurelle. Dans le BTP, c'est absolument faux. Le caractère non prévisible n'est pas lié à la nature de l'origine du problème, mais à l'importance de l'origine du problème. Donc en clair, une évolution des prix n'a rien d'exceptionnel. Ce qui l'est, c'est l'importance de cette évolution et la brutalité de cette évolution. Et ceci constitue très clairement également un cas de force majeure. Donc le non prévisible, j'insiste bien, c'est pas que les prix varient, même fortement, ça vous en avez l'habitude, donc c'est pas imprévisible. Ce qui est imprévisible, c'est que ça arrive là, maintenant, très fortement, très brutalement et dans plusieurs secteurs. Là, on peut considérer qu'on est dans une notion qui se rapproche très fortement de la force majeure avec cette notion de rupture d'approvisionnement. Voilà, incontestablement. Quelle est la conséquence de la mise en œuvre de cette théorie en termes de prise en charge des préjudices subis? Alors là, il faut distinguer très clairement deux situations. La première concerne l'évolution en ce qui concerne les délais. Alors, pour les délais, c'est-à-dire l'augmentation, avoir le droit d'augmenter le délai d'exécution du marché, la force majeure a une conséquence très très claire. La force majeure donne à l'entreprise le droit, donc c'est un droit, de prolonger le délai de toute la période durant laquelle elle démontre qu'elle se trouvait en situation de force majeure. En clair, c'est ce que vous avez enregistré, c'est ce que vous avez connu pendant le premier confinement Covid, où vous savez que les ordonnances de mars et les suivantes 2020 avaient prévu que dans la totalité des marchés publics et privés d'ailleurs, l'entreprise avait droit à la prolongation des délais de la durée totale du confinement, de ce confinement. Donc c'était clair et net, c'était l'application, même si le terme de force majeure n'était pas présent dans les ordonnances, c'était la stricte application de la notion de force majeure. Il en irait ici de même si vous démontriez que vous êtes dans l'impossibilité d'être approvisionné et donc de poursuivre un chantier pendant un laps de temps donné. Le maître d'ouvrage ne pourrait pas vous refuser le délai complémentaire et par voie de conséquence ne pourrait pas vous imputer des pénalités complémentaires, des pénalités de retard. C'est ce que vous rencontrez très clairement écrit dans ce que vous connaissez sûrement, ce qu'on appelle la circulaire Premier ministre du 16 juillet 2021, dans lequel, pour les marchés État, et uniquement pour les marchés État, le Premier ministre fait valoir qu'on est, si l'entreprise le démontre, en situation de force majeure et qu'il y aurait lieu d'appliquer cette théorie. Cette circulaire ne vaut que pour les marchés État, mais vous pouvez absolument faire valoir exactement la même théorie auprès de maîtres d'ouvrage, collectivités territoriales. Il en va exactement de même, la force majeure s'applique quel que soit le maître d'ouvrage et qu'il soit ou non concerné par la circulaire du 16 juillet
2021. Ceci n'a strictement aucune incidence. La circulaire est simplement, sur la théorie de la force majeure, qu'un rappel en ce qui concerne les marchés d'État. Donc, je vous rappelle cela. C'est confirmé pour ceux qui souhaiteraient avoir un autre texte par la fiche technique qui a été publiée par la Direction des affaires juridiques de Bercy en date du 27 mai 2021 et qui vous rappelle exactement les conditions d'application de la théorie de la force majeure. C'est une note facile à lire, bien documentée et qui peut vous être tout à fait utile dans des négociations éventuelles avec des maîtres d'ouvrage. Mais je répète, il faut évidemment démontrer que vous étiez bien en situation de force majeure. Et la force majeure ne doit pas être le résultat d'une faute de l'entreprise. Je m'explique, rupture d'approvisionnement ou retard d'approvisionnement très conséquent, il va falloir que vous démontriez que vous avez passé les commandes au moment opportun, c'est-à-dire dès que vous étiez en état de le faire. Et ceci vaut aussi pour les prix, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, attention, il faut bien comprendre que l'entreprise doit démontrer, puisque, je le répète, excusez-moi, je me répète, mais il n'y a aucune ordonnance générale en la matière. Donc la force majeure doit se démontrer au cas par cas dans chaque situation de marché. Voilà. Si tu veux bien avancer, merci. Alors, nous arrivons maintenant à la théorie de l'imprévision, qui est la seconde grande théorie que vous pouvez faire valoir en ce qui concerne la possibilité de demander à votre maître d'ouvrage une compensation. Alors, on a vu que la théorie de la force majeure, c'était essentiellement du délai. Nous sommes bien d'accord. Une précision d'ailleurs, en force majeure, on vous doit du délai, on ne vous doit pas de l'indemnisation. Vous verrez dans la note de la DAJ, si vous les parcourez, la DAJ n'a pas un mot sur l'obligation que aurait le maître d'ouvrage à prendre en charge une partie des coûts. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est entièrement de la négociation qui amènera le maître d'ouvrage à vous indemniser en matière de coûts liés à la force majeure, aussi bien marché public qu'à marché privé. La circulaire du 16 juillet incite les maîtres d'ouvrage publics État à faire preuve de compréhension. La compréhension n'étant pas exactement une notion juridique, ça veut dire tout simplement que dans la négociation, on pourrait toujours essayer de brandir la circulaire du 16 juillet, mais qu'il n'y a pas grand-chose de concret dans cette circulaire en matière de prise en charge des coûts supplémentaires. En ce qui concerne la théorie de l'imprévision, les conditions de mise en œuvre de l'imprévision sont les suivantes. D'abord, il faut qu'il n'y ait pas de clause de renonciation à l'imprévision. Alors, la renonciation à l'imprévision est normalement impossible dans les marchés publics. Dans les marchés privés, c'est tout à fait possible. Et cela veut dire que si dans votre marché, vous y avez renoncé, par définition, vous y avez renoncé. Alors, le maître d'ouvrage peut toujours, comme l'on dit, vous relever de cette renonciation, c'est-à-dire vous dire, bon, écoutez, vous y avez renoncé, mais on peut quand même en discuter, mais c'est de la négociation totale. C'est-à-dire, s'il refuse, vous n'avez aucun moyen d'action possible, puisque vous aurez renoncé à faire valoir la notion d'imprévision. La seconde notion, c'est le caractère non normalement prévisible, et là, je reviens sur le point que j'ai développé tout à l'heure avec la théorie de la force majeure. C'est la même notion, c'est-à-dire il faut que vous démontriez que ce n'était pas normalement prévisible ce que vous subissez et que par voie de conséquence, on ne peut pas considérer que vous l'avez implicitement intégré dans le prix de votre marché, c'est-à-dire dans votre offre. L'offre étant, je vous rappelle, le prix auquel vous pensiez, plus ce qu'on appelle le risque entrepreneurial. Donc, il faut que l'on dépasse le risque normal d'une entreprise qui est de voir des aléas divers et variés pénaliser les conditions d'exécution. Donc, il faut que ça soit
pas normalement prévisible et donc que ça représente un élément anormal dans la perspective d'une entreprise, c'est-à-dire dans la possibilité qu'une entreprise avait de l'intégrer. Enfin, et c'est un point absolument essentiel, pour avoir droit à être indemnisé, que ce soit en délai ou en prix, sur la théorie de l'imprévision, il va falloir démontrer que ce que vous subissez aboutit à ce qu'on appelle un bouleversement économique du contrat. Alors ça, c'est un point très important qui est rappelé dans la note, très précisément dans la note de la DGI, et qui est rappelé dans une circulaire Premier ministre ancienne de 1974, mais qui reste tout à fait d'actualité. Normalement, dans un marché public, comme dans un marché privé d'ailleurs, mais parlons des marchés publics, le maître d'ouvrage n'est jamais tenu de vous indemniser sur la théorie de l'imprévision à l'euro, selon la formule consacrée. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous démontriez que les préjudices que vous avez subis représentent un montant de votre marché tel qu'on va considérer que cela constitue une notion de bouleversement économique du contrat. Alors vous allez me demander très logiquement à partir de quel seuil, de quel montant, de quel pourcentage de votre marché on considère que vous êtes en situation de bouleversement économique du contrat. Eh bien, rigoureusement aucun texte ne le précise, puisque cette notion de bouleversement économique du contrat est une notion totalement jurisprudentielle, donc dégagée par les juridictions administratives, et que jamais le Conseil d'État n'a rendu un arrêt dans lequel il est dit le bouleversement économique du contrat est acquis à partir de tel pourcentage. Voilà, ça n'existe pas. Ce que l'on rencontre, ce sont des arrêts qui sont des arrêts de circonstances, si j'ose dire, et on peut dire que dans la majorité des cas, ce qui est retenu, c'est une majoration autour de 10% du montant du marché. En réalité, vous pouvez faire valoir en marché public une notion plus favorable en vous basant sur la circulaire Premier ministre de 1974, que vous trouvez encore très facilement sur Internet et qu'on peut vous faire parvenir si vous le souhaitez, qui précise que le seuil de bouleversement économique du contrat dans un marché public devrait être situé autour de 7%. Ce qui veut donc dire, pour préciser et résumer les choses, que pour pouvoir avoir droit de façon certaine à une indemnisation, une prise en charge par le maître d'ouvrage public, il convient normalement que vous démontriez que le montant total des préjudices subis du fait de cet événement, cet aléa, par exemple, en l'occurrence, augmentation du prix des matières premières et problème d'approvisionnement, va représenter un coût qui va être de l'ordre de 7% du montant de votre marché, étant entendu qu'il s'agit du montant global du marché que vous avez passé. Alors là, vous comprendrez sans aucune difficulté que si vous êtes une entreprise générale, avec par définition de nombreux aspects techniques, de nombreux lots techniques sur votre chantier, les 7% vont parfois être compliqués à atteindre dans la mesure où si vous avez un impact bois, un impact acier, un impact tel ou tel matériau à 40%, lissé sur la totalité des lots techniques de votre marché, il est très possible que vous n'atteigniez pas ce seuil fatidique. Par contre, si vous êtes sur un marché loti avec un lot très spécifique bardage bois, il est à peu près certain que l'impact d'augmentation du bois va avoir comme une incidence égale et supérieure à ce seuil de 7% dont je viens de vous parler. Donc on va avoir une approche très différente selon les types de marchés et les types d'entreprises. Mais
fondamentalement, c'est vrai qu'un maître d'ouvrage peut vous dire que tant que vous n'atteignez pas, tant que vous ne démontrez pas que le préjudice que vous avez subi du fait, en application de cette théorie de l'imprévision, que vous n'atteignez pas ce seuil de bouleversement économique du contrat, il n'est pas contraint de vous indemniser. C'est une réalité. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il est interdit de vous indemniser. Si, en termes de négociation, le maître d'ouvrage vous donne totalement ou partiellement satisfaction, il en a absolument le droit. Nous sommes bien d'accord. Ne serait-ce que parce que, vous le savez, il peut supprimer quand il le souhaite des pénalités de retard. Par voie de conséquence, l'accord sur un délai est toujours possible. Et d'autre part, sur une procédure d'indemnisation des surcoûts par voie d'avenant, cela est potentiellement parfaitement légal à partir du moment où l'aléa est certain et identifié. Donc ce n'est pas une obligation pour le maître d'ouvrage de veiller au respect de ce seuil du bouleversement économique du contrat. Mais c'est une possibilité pour le maître d'ouvrage de vous refuser en total bien fondé sur le plan juridique de négocier avec vous en vous disant il n'y a rien à négocier puisque vous ne me démontrez pas que le seuil du bouleversement économique du contrat a été atteint. Donc, on a bien, comme je vous le disais, deux contraintes. Le démontrer que vous êtes bien en imprévision, d'une part, et démontrer que vous dépassez le bouleversement économique du contrat, de l'autre. Une précision à ce sujet, donc je vous le préciserai après, pardon, sur le marché de sous-traitance. Je n'ai pas d'autre chose à vous indiquer sur la théorie de l'imprévision, sauf si vous avez des questionnements divers et variés. Je ne sais pas si, Sandrine, tu as des questions sur ce terrain. Non, il n'y en a pas pour le moment. C'est parfait. Donc, dernier point que je voulais évoquer avec vous pour tenir dans mon délai imparti, qui est de 12h30. Quelle est l'application de ces différentes théories et clauses dans les marchés de sous-traitance? Vous savez sans doute qu'il y a maintenant quelques jours a été signée une lettre d'intention entre la FFB, EGF et la CAPEB, pour faire simple, invitant les entreprises utilisatrices de sous-traitants, qu'elles soient entreprises générales ou pas d'ailleurs, à faire bénéficier les sous-traitants des clauses qu'elles pourraient obtenir de prise en compte par les maîtres d'ouvrage d'une participation à cette évolution des prix ou aux difficultés d'approvisionnement. Alors effectivement, c'est une question juridique qui n'est pas simple, car je vous rappelle qu'il n'y a pas de transparence intégrale, bien sûr, entre le marché d'origine et le marché de sous-traitance, qui sont fondamentalement des marchés distincts, puisque par définition, le premier est un marché public et les autres des marchés privés, mais il n'y a pas de transparence totale. En clair, un maître d'ouvrage qui accorde à une entreprise par avenant une prise en charge et une amélioration de son prix au regard de l'évolution du prix des matériaux n'est pas tenu implicitement et automatiquement d'en faire bénéficier un sous-traitant puisqu'il n'y a pas de corrélation automatique. Il y a simplement donc dans ce domaine une lettre d'intention, mais juridiquement et contractuellement, il n'y a pas de la part d'une entreprise la stricte obligation donc de faire descendre, si j'ose dire, les considérations favorables qu'elle a pu obtenir de la part de son maître d'ouvrage vers les sous-traitants en question. Sauf, bien sûr, si cette clause figure dans le marché de sous-traitance explicitement, auquel cas, et bien évidemment, la clause trouvera à s'appliquer chaque fois que vous obtiendrez de la maîtrise d'ouvrage satisfaction totale ou partielle à vos revendications qui automatiquement vont s'appliquer de façon proportionnelle, bien évidemment, au marché de sous-traitance que vous avez signé avec ce genre de clause. Voilà ce que je voulais vous dire en respectant le délai dont je disposais. Je ne sais pas si, Sandrine, tu as des questions maintenant. Oui. Merci beaucoup, Jacques. Non, nous n'avons pas de questions.
Je pense que vos propos ont été particulièrement clairs et éclairants pour tout le monde. J'espère. Je vous remercie. Peut-être pas forcément enthousiasmant sur le plan des possibilités, mais Peut-être. j'espère assez clair parce qu'effectivement, sur ce terrain, beaucoup de choses ont été écrites de façon extrêmement approximative. Voilà. Alors, il y a une question, je crois, qui arrive. Ah non, c'est quelqu'un qui vous remercie pour cette présentation. Écoutez, Jacques, merci pour tout. Je vous en Merci prie. d'avoir animé ce webinaire. Nous en ferons d'autres à l'avenir sur des sujets d'actualité qui peuvent intéresser nos entreprises adhérentes. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, ce webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez retrouver la totalité du webinaire dans quelques temps. Vous serez prévenus. On va le mettre, comme tous les autres webinaires qu'on a déjà réalisés, sur notre site internet www.ejfbtp.com. Et puis, pour tous les participants inscrits, nous vous enverrons le PowerPoint. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement que Jacques réponde à quelques questions qui pourraient vous tarauder depuis cette présentation, n'hésitez pas à le faire. Normalement, vous avez un mail qui a dû vous être envoyé avec l'invitation. Si toutefois vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à envoyer vos questions soit à Nathalie Cormier, je pense que vous avez tous son adresse, c'est Cormier, CORMIER, @ejfbtp.com, soit à moi-même, Sandrine Dickmans. Mon adresse mail, c'est dickmans, DYCKMANS@ejfbtp.com, et nous relayerons vos questions à Jacques qui y répondra. Voilà, écoutez, Volontiers. merci à tous, vous avez été très nombreux à le suivre. On est ravis au sein de GEF que le sujet ait été autant suivi et qu'on ait trouvé un sujet qui vous intéresse voilà, au premier chef. Merci à vous et je vais donc refermer ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir À à tous. bientôt à toutes et à tous. Merci Jacques. Au revoir.